This conference will now be recorded. Ok. Et donc, l'idée était un peu de réfléchir, non pas sur est-ce qu'il faut faire l'annexion ou pas, ça c'est une question politique dans laquelle je ne veux pas rentrer, mais sur quelles sont les circonstances qui amènent à ce que tout d'un coup aujourd'hui on se pose cette question. Donc, ce que je voudrais faire, c'est vous montrer un petit peu l'évolution depuis 50 ans, c'est-à-dire 53 ans même, depuis la guerre des 6 jours, et pourquoi finalement ces territoires qu'on les appelle territoires occupés ou Judée-Samarie ou Cisjordanie, mais pourquoi est-ce qu'ils sont restés comme ça dans un espèce de statut provisoire? Et donc, c'est ce qu'on va essayer de réfléchir ensemble. Voilà. Alors, donc, tout commence en juin 67, c'est un petit peu par là, même si tout le monde sait ce qu'est la guerre des 6 jours, je voudrais quand même rappeler un certain nombre de choses. D'abord, la situation d'Israël au 15 mai 67. Si vous regardez la carte, là, qui est la plus à gauche, cette carte vous montre Israël d'avant 1967, ce qu'on appelle la ligne verte, vous savez, c'est-à-dire la ligne de cessez-le-feu de 1948, c'est une erreur, les gens en général l'appellent la ligne verte de 67, elle n'est pas du tout de 67, mais c'est la ligne où les armées se sont arrêtées à la fin de la guerre de 1948 et où finalement elle a été acceptée au cours des négociations qui ont eu lieu sous l'égide de l'ONU à Chypre comme ligne de cessez-le-feu. Vous savez très bien qu'une ligne de cessez-le-feu est toujours une ligne provisoire, c'est ni une ligne géographique, ni une ligne politique, etc. Donc, il y avait une évidence qu'il faudrait un jour comment retailler les choses et redistribuer. Alors, il faut quand même, pour comprendre encore mieux les choses, vous voyez que sur la carte, le territoire d'Israël de l'époque est divisé en deux couleurs, un vert foncé et un vert un peu plus clair. Le vert un peu plus clair correspond à ce que normalement en 1948 les Israéliens auraient dû recevoir dans le cadre donc de la séparation entre les deux États qui devaient donc apparaître, un État arabe et un État juif. Et vous savez que ce plan de partition de 1947, n'ayant pas été respecté, je dirais ni par les uns ni par les autres, mais particulièrement par les armées arabes qui ont annoncé à l'avance qu'elles envahiraient l'État d'Israël le jour du départ des Anglais, c'est-à-dire le 15 mai 1948. Donc, finalement, la guerre a fait que Israël a dépassé les territoires qui lui étaient attribués et que donc ça a produit cette espèce de carte un peu bizarre qui était une carte dans laquelle, vous voyez, il y avait la Samarie et la Judée qui faisaient comme une énorme poche et qui amenait le fait qu'à certains endroits, la frontière d'Israël, ce que vous pouvez voir, je ne sais pas si on voit ma flèche, mais ce qu'on voit ici au niveau de Netanya, au niveau de Kfar Saba, eh bien, le territoire israélien avait 15 km d'épaisseur. D'accord, ça veut dire qu'il suffisait qu'une armée un petit peu entraînée décide de rentrer là-dedans, hop, Israël de l'époque était immédiatement coupé en deux. Donc il était évident que soit à la suite de négociations, soit à la suite d'une guerre, et finalement c'est ce qui s'est produit puisque les États arabes ont refusé de négocier après 1949, donc la carte serait changée. Donc là, je pense qu'il faut vraiment commencer par là parce que c'est une erreur fondamentale en général des Occidentaux et notamment des Européens de croire qu'il y a quelque chose qui s'appelle la ligne verte. La ligne verte, elle a existé à un moment parce que c'était un état de fait et finalement, ce qui s'est passé sur le terrain en juin 67 a complètement bouleversé les choses. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est l'essentiel de la situation 15 mai 67. Pourquoi le 15 mai 67? Le 15 mai 67, cette année-là,
c'est la fête nationale israélienne, hein, Yom HaAtzmaut, et c'est le lendemain matin que l'Égypte fait entrer des troupes à l'intérieur du Sinaï, ce qui était une violation donc des accords qui avaient été signés en 1956 à la suite de la campagne de Suez. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'en réalité, ils ont été complètement abusés par l'Union soviétique, qui leur a raconté qu'Israël était en train de renforcer ses troupes au sud, dans le Negev, et que donc il s'apprêtait à envahir l'Égypte, ce qui était totalement faux, mais pour des raisons stratégiques dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant, qui sont liées au lien entre l'Égypte et la Syrie. Donc l'Union soviétique a raconté cela, et donc Nasser a décidé de faire une espèce de guerre préventive, mais une guerre préventive sans engager vraiment ses troupes. Il a juste demandé à l'ONU de sortir de la frontière du Sinaï pour vraiment menacer Israël. Israël a été obligé de mobiliser ses troupes, et pendant plusieurs semaines, l'économie israélienne a été totalement paralysée. En plus de ça, le détroit de Tiran, donc vous savez, qui permet de remonter vers Eilat, avait également été coupé par les troupes israéliennes, par les troupes égyptiennes, excusez-moi. Donc, ce qui fait que Israël était dans une situation d'attente qui était insupportable. Hein, du point de vue économique, je vais comparer quand même un tout petit peu à ce qui se passe aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui c'est dans tous les pays du monde, mais c'est comme si on décrétait, ah ben on va pas traiter le corona, on va rien faire contre, on va rester dans une situation économique désastreuse. Il est bien évident que c'est insupportable pour un pays, et donc le 5 juin 67, Israël déclenche la guerre. En 2 jours, elle liquide les forces égyptiennes parce que l'aviation avait été détruite le premier matin, et que donc comme ça, les avions israéliens avaient la maîtrise du ciel. Les 2 jours suivants, c'est à la fois Jérusalem puis l'ensemble de la Cisjordanie qui ont été conquis par les troupes israéliennes. Et les 2 derniers jours, c'est le plateau du Golan, donc 6 jours, et une défaite absolument cuisante pour les États arabes. Alors, d'abord, les conséquences sur le terrain, on les voit sur la deuxième carte. Donc, Israël, qui est un tout petit État, hein, cette espèce d'État colorié en presque blanc, comme ça, en gris très clair, eh bien, devient un État absolument énorme, avec le Sinaï au sud, la West Bank, la Cisjordanie à l'est, et puis dans le nord, les hauteurs du Golan, avec des avantages stratégiques et économiques et militaires, et aussi du point de vue de, comment dire, de son image, à la fois dans la région, mais à la fois également dans le monde, qui sont tout à fait extraordinaires. Maintenant, face à cette guerre, qu'est-ce qui se passe avec les pays arabes? Il y avait 2 manières qui auraient pu se passer. La première manière, c'est que les pays arabes protestent, pleurent, disent qu'ils vont tout faire pour chasser Israël, etc. Mais qu'en réalité, on sait toujours que entre les paroles et la diplomatie réelle par derrière, mais en réalité commence à traiter avec Israël. C'était d'ailleurs l'opinion du roi Hussein, mais finalement, il n'a pas pu le faire à cause de la pression et de l'Égypte et de la Syrie. L'autre attitude possible était de dire on va refaire une nouvelle revanche un de ces jours. Donc, pour le moment, on ne reconnaît pas Israël, on ne négocie pas avec Israël et on ne fait pas la paix avec Israël. C'est ce qu'on appelle les 3 noms de Khartoum. Hein, vous voyez, en 1967, fin août, il y a une réunion de la Ligue arabe à Khartoum, et là-bas, donc, il y a un front du refus, et on va l'appeler d'ailleurs pendant de nombreuses années de cette manière-là, un front de refus qui dit on ne donnera aucune concession à Israël, on va attendre qu'une nouvelle occasion se présente, et à ce moment-là, on pourra récupérer les choses et permettre aux Palestiniens d'avoir un État. Enfin, jusque-là, ils n'avaient rien à faire
pour que les Palestiniens aient un État, puisque la Cisjordanie avait été intégrée à l'intérieur du royaume de Transjordanie. C'est pour ça que la Transjordanie est devenue en 1948 la Jordanie. Pendant 19 ans, jamais les Jordaniens n'ont essayé de faire quelque chose pour ces pauvres Palestiniens. Ils les ont au contraire, opprimés. Et quant à la bande de Gaza, elle avait été intégrée administrativement dans l'Égypte, mais les Égyptiens n'étaient pas fous. Ils n'avaient pas voulu l'intégrer administrativement, donc ça restait une espèce de territoire à part, avec aussi là de la répression très grande qui a été menée par le régime égyptien. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe à ce moment-là du côté des pays arabes, encore que, vous savez, il faut toujours se méfier des affirmations qui sont totales. Si on regarde le texte de la déclaration de Khartoum, il y a une phrase qui, quelque part, laisse une ouverture pour des négociations. Le problème, c'est que personne ne s'est vraiment, n'a vraiment pris au sérieux cette phrase, et on a considéré que c'était une espèce de déclaration pour les Nations Unies, les pays, etc., pour montrer la bonne volonté arabe. Il y avait sans doute plus que cela, mais d'un autre côté, les pays arabes à ce moment-là sont tellement divisés entre eux, etc., que de toute façon, personne n'ose entamer des négociations avec Israël de peur d'être dénoncé par les autres. Du côté israélien, que se passe-t-il? Alors, il y a une fête extraordinaire, là. Il y a vraiment une ambiance en Israël absolument incroyable à ce moment-là. Il y a une espèce d'impression d'un véritable miracle, puisqu'on est passé d'une situation d'un pays assiégé, menacé, à un pays qui peut faire tout, avec une armée qui est l'armée la plus réputée du monde, etc., etc. Mais en même temps, il est frappant lorsqu'on va lire, c'est-à-dire une partie des protocoles des réunions du gouvernement de l'époque, de voir à quel point il y a beaucoup d'indécision et il y a beaucoup d'hésitation, et surtout, il n'y a pas du tout d'entente sur ce qu'il faudrait faire. À l'époque, le gouvernement va vraiment de la gauche, sinon l'extrême gauche, jusqu'à la droite, sinon l'extrême droite, puisque d'un côté on trouve Begin, de l'autre côté on trouve le Mapam, et chacun il va de son petit couplet, mais il n'y a jamais aucune réunion vraiment sérieuse pour décider de principe qu'est-ce qu'on va faire de ces territoires, particulièrement de la Cisjordanie. Hein? Alors, il y a même des choses pires que ça. Par exemple, Moshe Dayan, qui est le ministre des Armées, qui est tout auréolé de ses victoires. Il avait gagné en 1956 et maintenant, en tant que ministre de la Défense avec Yitzhak Rabin, eh bien, il a participé à cette victoire extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait? Avant même de demander l'autorisation au gouvernement, il commence à monter des implantations militaires, particulièrement dans le Golan et dans le Sinaï, mais il va en faire aussi un tout petit peu déjà en Cisjordanie. Pourquoi? Parce que Moshe Dayan est persuadé que ce front du refus arabe va durer des dizaines d'années et que donc de toute façon, on sera obligé d'occuper ces terrains, au moins provisoirement, et qu'il faut que, du point de vue de la sécurité, il y ait vraiment une mainmise. Et donc, il donne ses instructions à l'armée. L'armée commence à fabriquer des points d'implantation, et seulement après, au Conseil des ministres, il leur dit « Ah oui, au fait, je voulais vous dire, j'ai déjà donné des ordres, etc. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Si vous n'êtes pas d'accord, bah autrement, on revient en arrière. » Bon, comme d'habitude, ce genre de décision, c'est bien évident qu'on ne peut jamais revenir en arrière. Et comment dire, la question des implantations commence à ce moment-là par un problème d'implantation militaire. OK? Alors, un aspect que je voudrais rajouter et qui est, enfin que j'entends extrêmement rarement dans les analyses sur ce qui s'est produit en 1967 et après, c'est la question de l'attitude du peuple juif.
là, comment dire, du point de vue théorique, puisque tout d'un coup, l'État d'Israël devient un grand État avec un territoire énorme, etc., il n'y a plus aucune opposition, au moins provisoire, à implanter des Juifs un peu partout. On aurait pu s'attendre à ce que le peuple juif, alors à part bien sûr ceux qui sont à l'Est, surtout en Union soviétique, mais il y a quand même en dehors de l'Europe de l'Est, il y a quand même à peu près quelque chose comme 7 ou 8 millions de juifs, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une alia absolument énorme qui vienne témoigner de l'intérêt qu'ont les juifs, pas seulement pour dire oui, oui, on aime Israël et on soutient Israël, mais pour venir vraiment construire la maison en Israël. Or, même s'il y a eu effectivement une alia relativement importante, une arrivée d'immigration en Israël relativement importante en 67, c'est en réalité extrêmement peu. S'il n'y aurait eu ne serait-ce que 500 000 juifs qui seraient arrivés en l'espace de 3 ans, entre 1967 et 1970, ça aurait bouleversé totalement la démographie, comme en plus à ce moment-là, les soviétiques commencent à faire sortir un peu clandestinement une partie des juifs. Donc, en réalité, il y aurait eu la possibilité de faire que Israël puisse véritablement occuper, dans le sens d'être sur le terrain, les territoires en tout cas une partie des territoires qu'Israël avait conquis. Or, le peuple juif n'a pas été au rendez-vous, et je pense que c'est important de le signaler pour des tas de raisons, mais que je ne veux pas analyser maintenant. Il y a eu un amour pour Israël extraordinaire qui s'est développé à partir de ce moment-là dans les communautés juives, mais ça ne s'est pas traduit par le fait de faire sa valise et de venir s'installer. Et malheureusement, ça aura des conséquences importantes, en tout cas jusqu'à l'arrivée des Juifs d'Union soviétique en 1989. Je me rappelle quand j'ai fait mon allié en 1985, j'ai assisté à une conférence du professeur, comment il s'appelle, l'italien spécialiste de démographie, ça va me revenir. Pardon? Non, non, non. Della Pergola, le professeur Della Pergola, qui nous parlait de l'avenir démographique d'Israël. Et il était absolument désespéré, puisque à l'époque, on ne pouvait pas deviner qu'1,5 million ou 2 millions de juifs allaient arriver d'Union soviétique. L'ALIA était de moins en moins importante depuis l'Occident et il disait bientôt, surtout quand les Israéliens font moins d'enfants que les Arabes israéliens, ou quand même encore plus que les Palestiniens dans les territoires, eh bien, Israël risque de disparaître démographiquement. 2 ans et demi après, bien sûr, il n'y avait plus de problème, puisque les Juifs ont commencé à arriver, mais on ne pouvait pas le deviner. Donc, il y a vraiment 20 ans pendant lesquels, finalement, il y a une vraie inquiétude pour les gens qui s'occupent de démographie par rapport donc à cette question de comment l'État juif va rester vraiment juif, comment une majorité juive peut rester ici. Il y a une autre chose très intéressante à cette époque qui est le plan Allon. Alors j'espère que je vais réussir, oui, à rentrer dans ce plan. Alors, Yigal Allon, que vous voyez là à gauche, pour les gens qui suivent les cours sur l'histoire d'Israël, eh bien, on l'avait déjà rencontré, puisqu'il était un des responsables du Palmar, et même en 1945, il va devenir le chef du Palmar. Il sera ministre relativement proche de Ben Gurion, mais quand même plus à gauche que lui. Et Allon est à l'époque, en 1967, le vice-premier ministre de Eshkol, qui est le Premier ministre, et Allon a tout de suite l'intuition qu'il faut préparer un plan qui permette finalement de faire vraiment des négociations. Alors qu'on rende le Sinaï, ça c'est une chose, il faudra que les Égyptiens acceptent de négocier, mais on n'a pas de problème. On ne veut pas garder le Sinaï ad vitam aeternam. Avec la Syrie, c'est plus compliqué, mais pour des questions militaires. Par contre, en Cisjordanie, donc
Judée-Samarie, eh bien, il faut avancer un programme qui permette que la majorité des Palestiniens qui sont installés là-bas ne soient pas sous la responsabilité israélienne et qu'en même temps la sécurité d'Israël soit respectée. Alors si vous voyez donc cette carte, vous voyez que il y a une espèce de de tache comme ça violette qui part du nord vers le sud. Cette tache violette, ce sont les hauteurs, les montagnes qui se séparent d'un côté donc la Samarie et de l'autre côté la plaine du Jourdain. L'idée de Allon est de dire voilà, il faut que nos armées campent sur ces hauteurs et que tout ce qui soit à l'est, donc du côté du Jourdain, reste aux mains des Israéliens. C'est pour ça que dans toute cette plaine, vous voyez qu'il y a plein de petits points rouges. Ce sont les implantations qui ont été commencées par le gouvernement d'alors, dans les années qui suivent 1967, et dont l'idée était d'empêcher le retour de la plaine du Jourdain à un pays arabe ou même aux Palestiniens. D'accord? Il se trouve que la plaine du Jourdain était en plus, à part Jéricho, un lieu qui était relativement vide d'habitants, donc ça marchait très bien, et que par contre, tous les territoires qui sont à l'ouest, entre l'ancienne frontière de 1948 et puis donc ces zones montagneuses de la Samarie, et bien tout ça, il faut le rendre au roi Hussein, et que finalement, le roi Hussein accepte d'avoir 30, je crois que c'était 34% de son territoire qui lui soit enlevé, mais en même temps, comme ça, que la paix soit de nouveau instaurée entre les deux pays et qu'il récupère toute une partie de la population. Alain, tu peux juste remontrer, excuse-moi Alain, tu peux remontrer sur la carte, là, directement sur la carte avec ton stylet, que tu as dit là? Est-ce que tu vois la flèche ou pas? Oui, on voit la flèche, oui. Alors, je redis très rapidement. Donc, les armées israéliennes en place à la fois donc sur les hauteurs là et également tout le long du Jourdain. Entre ces armées israéliennes, toute une série de petits points là qui sont des implantations. En plus de ça, il y a quand même deux autres endroits d'implantation. C'est d'une part ici ce qu'on appelle le Gush Etzion, donc qui se trouve au sud de Bethléem, où les Juifs qui avaient été là avaient été en grande partie massacrés en 1948, et donc on donne l'autorisation à leurs enfants de se réinstaller là. Et vous voyez que le Gush Etzion est extrêmement proche de la zone orange, donc on peut intégrer ce territoire à peu près sans aucun problème. Et puis, quand même, un endroit qu'on ne peut pas laisser comme ça à cause de sa valeur à la fois historique, symbolique et religieuse, qui est Hébron, donc qui se trouve ici. Et il y a effectivement beaucoup de pression du côté de la droite religieuse israélienne qui s'est totalement transformée à la suite de 1967 et qui est persuadée de son point de vue que la victoire de 1967 montre qu'effectivement nous sommes en route vers la délivrance totale et que donc il faut absolument garder les endroits très importants, notamment comme Hébron. Et donc il y a ce point-là qui est Kiryat Arba, qui est organisé, enfin qui est autorisé en tout cas par le gouvernement. Mais tout le reste, vous voyez, toute cette zone verte, et là, pareil, au sud, ça reviendrait de nouveau à la Jordanie, et donc il y aurait le pont qui est ici, qui va de Jéricho jusqu'à Amman, qui serait en quelque sorte le passage entre la Transjordanie et la Jordanie. Donc c'était un plan qui était faisable, qui était possible, et il y a vraiment une volonté en quelque sorte. Mais ça veut dire que l'armée est coupée en deux, c'est-à-dire que cette partie violette, elle est complètement séparée d'Israël. Donc sur le plan stratégique, ça paraît étonnant. L'armée est là, puis il y a tout un passage ici, et en plus, ici c'est complètement vide le long de la mer Morte.
Donc il y a des implantations de l'armée qui sont en train des bases de l'armée qui sont en train d'être construites, et c'est pas un problème de contrôler ça. À ce moment-là aussi, il faut bien voir qu'il n'y a pas les missiles et les fusées qu'on a aujourd'hui. Donc on raisonne dans une perspective qui est la perspective des armements de l'époque. On ne peut jamais prévoir ce qui va se passer dans l'histoire. Okay, mais ça veut dire que la partie verte serait démilitarisée. Il n'y aurait pas d'armée jordanienne dans cette partie-là, quand même. J'ai oublié de le dire, mais c'est une évidence. Dans tous les cas, ça c'est un accord à l'époque entre tous les partis israéliens et tous les Israéliens. Il est évident que quel que soit l'avenir de ces territoires de Cisjordanie, de Judée-Samarie, eh bien, il ne peut pas y avoir une autre armée à l'ouest du Jourdain si ce n'est l'armée israélienne. Oui, ça je n'ai pas pensé à le dire parce que ça me paraissait très évident, mais tu as raison tout à fait d'insister dessus. Effectivement, l'ensemble de cette partie verte serait complètement démilitarisé. Ok, je ne vais pas passer plus de temps sur le plan Alon, mais le plan Alon a laissé beaucoup de traces sur le terrain, notamment le fait que la vallée du Jourdain, c'est un peu un paradoxe, c'est une vallée qui est essentiellement israélienne, il y a très peu d'Arabes, mais le statut des habitants là-bas n'est pas le statut des habitants normands, entre guillemets, d'Israël. Et notamment, c'est important du point de vue économique. Ils n'ont pas les mêmes droits pour l'eau, etc. Mais en tout cas, il y a des traces jusqu'aujourd'hui de ce plan Alon. On va revenir. Voilà. Alors, l'autre dernier événement de cette année 1967 dont il faut parler, c'est la résolution 242, qui est très connue, qui a été adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU le 22 novembre 1967, après des négociations extrêmement difficiles et compliquées, et qui, pour une fois, ont fait que les deux grandes puissances de l'époque, les États-Unis et l'URSS, se mettent ensemble pour pouvoir arriver à un. Or, c'est très compliqué d'arriver à quelque chose qui puisse satisfaire les uns et les autres. Et finalement, si on va voir le texte de la résolution 242, eh bien, on s'aperçoit que c'est un joyeux compromis qui permet que chacun puisse y trouver ce qu'il y veut du moment qu'il ne lit qu'une partie. Donc, d'abord, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut instaurer une paix juste. Mais regardez ce qu'il faut faire. D'un côté, petit a, retrait des forces armées israéliennes, suivant la version française, des territoires occupés au cours du récent conflit. La version anglaise, from territories occupied, c'est-à-dire que ces deux territoires, c'est un peu, vous vous rappelez, comme lorsque les Anglais avaient fait la déclaration Balfour, le foyer national juif, ça pouvait être un hôtel ou ça pouvait être l'ensemble du territoire de la Palestine de l'époque, c'est un petit peu la même chose. Et par contre, en parallèle, tout fin de revendication, l'intégrité territoriale de chaque pays, etc., est protégée. Donc ça, bien sûr, Israël est très intéressé par le petit B. Les États arabes sont très intéressés par le petit A version française. Et en tout cas, ça permet que chacun puisse se référencer à ce qui l'intéresse et à ce qu'il voudrait faire. De la même façon, par exemple, la deuxième partie, elle dit que d'un côté, il faut garantir la liberté de navigation dans les eaux internationales, donc se permettre au port de Eilat de se développer, mais en parallèle de réaliser un juste règlement du problème des réfugiés. Et vous voyez que ce n'est pas marqué le rapatriement des réfugiés. C'est marqué qu'il faut un juste règlement, ça peut être aussi une certaine somme que l'on verse à chaque réfugié pour qu'il puisse s'intégrer dans le pays où il s'est réfugié. D'accord? Donc les choses en réalité sont très très ouvertes dans cette résolution, mais elle permet à l'ONU de dire voilà, nous avons avancé vers la paix. Mais comme d'habitude, les résolutions de l'ONU sont tellement sont tellement envahis par la diplomatie et par les problèmes des diplomates que finalement on n'arrive pas à avoir vraiment
on n'arrive pas à avoir vraiment un texte réel sur lequel on pourrait s'appuyer. Voilà, donc tout commence en juin 67 et dans les quelques mois d'après, c'est qu'en réalité, ce qu'on a aujourd'hui dans ce grand territoire dont on parle de peut-être annexer une partie ou pas, tout a été mis en place à l'époque avec énormément de points d'interrogation qui n'ont jamais été complètement résolus, d'où le fait que la situation est restée comme ça en plan. Alors, les changements jusque 1999, et j'ai choisi exprès de couper les choses en 1999, c'est-à-dire juste avant les ultimes négociations qui devaient aboutir à la paix de Oslo et finalement qui se sont écrasées totalement lorsque Barak et Arafat n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec Clinton en août 2000. Pardon. Alors, quels sont les points intéressants de toute cette période et qui ont une certaine influence dans justement l'avenir de cette région? La première chose, c'est qu'il y a un changement énorme d'image d'Israël à travers le monde. Jusque 1967, et puis un petit peu après, parce que les choses ne se sont pas transformées d'un coup, mais Israël était vu comme un petit État qui essaye de se défendre contre les méchants qui veulent l'attaquer, et que donc il faut aider, il faut protéger. Il y avait une vision extrêmement positive, mais comme en général la pensée de l'Occident est une pensée chrétienne, c'est une pensée qui pense que le pauvre et le malheureux a toujours raison, alors qu'on sait que dans le judaïsme, il n'y a pas de raison de favoriser plus le riche que le pauvre, mais pas non plus le pauvre que le riche. Donc la pensée de l'Occident est totalement différente. Donc à partir du moment où Israël devient une superpuissance militaire, économique, etc., on s'en méfie parce que ça veut dire qu'elle risque d'être devenue le mal. Et on peut trouver des choses parfois absolument incroyables. Juste une petite citation. Dans un bouquin d'une historienne qui a fait sa thèse, qui est très connue, Olga Wormser-Vigo, qui a fait sa thèse, elle a soutenu, je crois, en 1969, sur la question du monde concentrationnaire. C'est vraiment un livre extrêmement intéressant. Mais à un endroit, elle reprend la déclaration d'un député gaulliste pro-palestinien, enfin pro-arabe, qui s'appelait Louis Ternoir, et qui dit « Oui, bientôt les Israéliens n'auront plus aucun choix, ils seront obligés de faire des camps de concentration pour y enfermer les malheureux arabes palestiniens. » D'accord? C'est comment dire, une fantasmagorie. 50 ans après, on n'a toujours pas créé de camp de concentration. Ça ne veut pas dire que tout est bien ou pas, mais en tout cas, les choses n'en sont jamais arrivées, même à ce point-là. Mais cette très bonne historienne reprend cette fantasmagorie d'un député pro-arabe, il a le droit d'ailleurs d'être pro-arabe, et elle en fait dans son livre comme si c'était un fait, d'accord? Comme si effectivement, vraiment, on s'aperçoit que les Israéliens qui sont des Juifs qui ont été mis dans le monde concentrationnaire, eh bien maintenant, ils sont obligés de faire la même chose, et ça montre à quel point l'idée concentrationnaire est quelque chose d'universel. Ok, donc ça montre à quel point l'image d'Israël a pu rapidement changer. Tout le monde connaît les déclarations de Gaulle en novembre 67, etc., etc. Et donc ça va beaucoup jouer parce que d'abord les communautés juives elles-mêmes et puis même les Israéliens vont avoir du mal à comprendre ça. Parce que nous, on sait qu'on est toujours un pays assiégé, surtout à cette époque-là, que rien n'a vraiment changé, sauf que bon, on a pris un peu plus de muscles. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est plus menacé. Et donc le regard va être extrêmement différent en Occident et ça va bien sûr au fur et à mesure se dégrader encore plus. La deuxième chose,
c'est le fait qu'en 1977, après 30 ans d'essai, Menachem Begin arrive au pouvoir. D'accord? Et avec Begin, il y a trois choses qui vont changer. Alors, Jérusalem avait été déclarée en 1967 ville réunifiée et on ne pouvait pas, et indivisible, si je me rappelle bien, hein, mais c'était une déclaration générale et Jérusalem-Ouest était capitale d'Israël déjà depuis 1949 et donc de manière, comment dire, de fait, l'Est de Jérusalem faisait partie de la capitale, mais il n'y a jamais vraiment eu d'affirmation que la capitale d'Israël était l'ensemble de Jérusalem. Et arrive Begin, et qui en 1980 profite de la guerre que l'Argentine et l'Angleterre sont en train de se faire et qui accapare l'attention du monde, et il va donc proclamer Jérusalem capitale d'Israël, une et indivisible. Et là, ça tout d'un coup, ça met le problème d'Israël sur la table, alors que finalement, jusque-là, la partie arabe ne s'en était pas vraiment servie à l'intérieur de la propagande, etc. Deuxième chose que fait Menachem Begin, c'est qu'il décide que puisque le gouvernement précédent, le gouvernement travailliste, a favorisé les implantations en Jordanie, en Cisjordanie et donc en Samarie, en Judée-Samarie, eh bien, il faut permettre que tout Israël historique puisse être un lieu où des Juifs peuvent habiter. Et donc, ce que vous voyez sur la carte là à droite, tous ces petits triangles bleus, ce sont des implantations qui vont être développées sous le gouvernement Begin, alors que l'idée du plan Allon, vous avez toujours les petits points rouges, c'était de séparer les populations. Là, au contraire, on mêle les populations juives donc, qui vont s'établir dans ces kibbutzim, moshav, villages, etc., avec les villages palestiniens qui se trouvent autour. Donc, il y a vraiment un changement très profond et qui complique encore plus la question du sort de ces territoires, puisque tant que plus ou moins on appliquait le plan Allon sans le dire vraiment, donc on pouvait quand même rendre 65% des territoires au roi Hussein. Là, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Donc, vous voyez comme la situation se complique à ce moment-là, en tout cas du point de vue diplomatique. Alors, Begin va en profiter également pour, vous savez, nationaliser le Golan. Et le principe de Begin, et je pense qu'il faut vraiment le comprendre, Begin a vécu la Shoah. Et pour lui, l'État d'Israël doit avoir une garantie de vie. Il y a un tiers du peuple juif qui a été assassiné. À ce moment-là, il y a encore à peu près 2 millions d'habitants en Israël. Donc, il faut à tout prix garantir la sécurité d'Israël. Une de ces garanties, c'est justement de garder le plateau du Golan. Il nationalise le plateau du Golan pas parce que c'est aussi un endroit où il y a eu des synagogues, etc., même si ça a quand même son importance. Mais ce qui est important pour lui, c'est stratégiquement de pouvoir garder à la fois donc, le Hermon, là où il y a les yeux d'Israël qui peuvent observer toute la région, mais également que le nord d'Israël ne soit plus à la portée des canons syriens, et donc c'est absolument vital de garder le Sinaï. Donc, à partir de 1977, le Golan, pardon. Et donc, à partir de 1977, il y a un grand changement. Par contre, vous voyez qu'on va y revenir dessus, mais quand Begin négocie avec Sadat, il n'a pas de problème pour restituer le Sinaï.
Pourquoi? Parce que le Sinaï, on peut effectivement le démilitariser, et puis il y a une profondeur énorme. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu au moment de la guerre de Kippour. Effectivement, les blindés égyptiens ont réussi à franchir la ligne Bar-Lev, mais ils ont quand même été stoppés après. Donc il n'y a pas ce danger existentiel dans le Sinaï qui existe dans le Golan, et ça explique la différence donc de réflexion de la part de Menachem Begin. En plus de ça, la manière déjà à l'époque dont se comporte de manière générale le régime syrien, notamment vis-à-vis des droits de l'homme, encourage bien entendu cette idée. Donc il y a, après 1977, il y a vraiment une transformation de ces territoires, hein, de la Judée-Samarie, avec une présence d'habitants israéliens qui va être de plus en plus importante au fur et à mesure où ces villages, de manière tout à fait naturelle, vont se développer. La troisième question, c'est le fait que Sadat, qui arrive au pouvoir donc après en septembre ou octobre 1970, quand Nasser a une crise cardiaque, comme il est le vice-président, il devient le président, il est assez inconnu. Il a l'air un peu incolore comme ça, mais Sadat, il a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'il est quelqu'un de très rusé. C'est-à-dire, il est quelqu'un qui comprend très bien qu'il faut faire les choses de manière indirecte si on veut faire avancer les choses. Et puis, il est également quelqu'un proche des frères musulmans. Alors, ce n'est pas parce que j'aime les frères musulmans, mais ça veut dire qu'il est un musulman pratiquant et que donc il a un regard sur la situation politique et économique qui est quand même un regard plutôt, comment dire, plutôt concret et qui cherche d'abord et avant tout l'avantage de l'Égypte. Je pense d'ailleurs que c'est très important que Begin ait été au pouvoir au moment où Sadat donc est venu à Jérusalem pour négocier, parce qu'ils avaient un langage commun. C'est une fois son neveu qui m'a raconté que lorsqu'il y a eu la grande conférence de presse, c'était, il me semble, au théâtre de Jérusalem, avec, au bout des 3 jours où Sadat était là et que donc les journalistes posaient des questions à Sadat et à Begin, eh bien, à un moment, Sadat a dit, excusez-moi de mon accent, our land is sacred. Notre territoire est sacré. Et alors, Begin a demandé le micro et il a dit our land too, notre terre également. C'est-à-dire qu'il parlait en réalité un langage qui était un langage commun qui leur a permis véritablement quelque part de sympathiser et de se comprendre. Ils étaient tous les deux à la recherche de l'intérêt de leur pays. Et depuis le départ, en fait, à partir du moment où il arrive au pouvoir, Sadat cherche à faire 3 choses. Premièrement, à venger l'honneur des Égyptiens, parce que si on ne fait pas ça, il n'y a aucune possibilité de se rapprocher d'Israël. Les Arabes ont pris une telle claque en 1967, et en plus on s'est tellement moqué d'eux à travers le monde entier, qu'il faut absolument redonner de l'honneur à l'armée égyptienne et au peuple égyptien. La deuxième chose qu'il veut faire, c'est faire le renversement des alliances. Il comprend très bien que tant qu'il est sous la coupe et dépendant de l'Union soviétique, il n'arrivera à rien parce que l'intérêt de l'Union soviétique, c'est de garder l'Égypte sous sa dépendance. Et lui, ce qu'il veut, c'est les dollars américains et donc il veut absolument changer l'alliance. Enfin, dernière chose, c'est qu'il veut arriver à un accord qui lui permette de récupérer la totalité du Sinaï parce que c'est ce qui pourra, comment dire, terminer totalement de rendre à l'Égypte son honneur. Et il a très bien compris que finalement, les Israéliens ne sont pas si intéressés que ça par le Sinaï, bien que c'était un très bel endroit et il y avait des endroits magnifiques pour se baigner, mais finalement, Israël n'a pas vraiment pleuré sur le Sinaï. Alors, il y a eu
la question douloureuse de Yamit, qui était donc une espèce de la seule implantation avec de la population qui se trouvait à l'intérieur du Sinaï, où même Menachem Begin était lui-même citoyen d'honneur de Yamit, mais Begin a très bien compris qu'on n'allait pas manquer le rendez-vous avec l'histoire et avec la possibilité de se rapprocher de l'Égypte pour les beaux yeux de Yamit, hein, et que comme Henri IV avait dit Paris vaut bien une messe, et ben c'est un peu la même chose. Le rapprochement avec l'Égypte valait bien finalement cette implantation de Yamit, avec toute la douleur et la difficulté des gens qui étaient à ce moment-là Yamit, mais il n'y avait pas d'autres possibilités, en tout cas aux yeux de Begin. Et alors Sadat va effectivement réussir son coup d'une manière extraordinaire. Il va d'abord donc déclencher cette guerre de Kippour qui est terrible. Nous, on sait qu'elle a été extrêmement difficile pour les Israéliens, avec quelque chose, si je me rappelle bien, comme plus de 10 000 morts. Mais il faut savoir que le nombre de morts chez les Égyptiens a été de plus de 30 000. Et qu'en plus, ils ont perdu un matériel absolument incroyable. Pourquoi? Parce que les Israéliens, à chaque fois qu'il y avait un matériel qui était abîmé, ils réussissaient à le récupérer en général, à le renvoyer à l'arrière, à le bricoler et à le remettre en route. Alors que au fur et à mesure où finalement Israël, vers la fin de la guerre, a réussi à reconquérir le sud du Sinaï, eh bien, on a récupéré des tonnes et des tonnes de matériel des Égyptiens qui n'avaient rien prévu justement pour pouvoir évacuer les choses. Et ça a été un trou dans l'économie égyptienne extrêmement important, mais effectivement, les Sadat avaient montré qu'on pouvait vaincre au moins en partie les Israéliens, et ça c'était extrêmement important, et ça a permis finalement d'une part de renvoyer les conseillers russes, de se rapprocher des Américains et finalement d'arriver aux accords de Camp David en 1979. Et c'est vrai qu'on a tout rendu, la totalité, l'intégralité du territoire égyptien, mais je pense que même si c'est une paix froide, jusqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été extrêmement important pour les deux pays et qui a fait sortir également l'Égypte de la question de la Judée-Samarie. En théorie, il y avait dans l'accord, il était marqué que donc les Israéliens devaient négocier avec les Palestiniens pour arriver à un statut d'autonomie, etc. Mais ça n'intéressait absolument pas les Égyptiens de contribuer à le réaliser. C'était vraiment pour montrer qu'ils avaient fait quelque chose et qu'ils n'avaient pas totalement abandonné la cause. En réalité, c'est effectivement ce qu'ils ont fait et ça a sorti complètement, sauf parfois quand l'Égypte est intervenue pour des questions de négociation, parce qu'elle était proche des deux parties, mais autrement, l'Égypte se désintéresse depuis plus ou moins totalement de ce que peut advenir des Palestiniens et de la Judée-Samarie. Alors, du côté d'Arafat, et des Palestiniens, il va y avoir quelque chose qui est d'abord avant tout, et ça c'est la stratégie la plus importante de Yasser Arafat, la volonté de conquérir une indépendance qui permet de sortir de la protection des pays arabes et de faire que les Palestiniens, politiquement, se prennent en charge sans que les pays arabes s'en mêlent. Et ça, c'est un changement très important. Jusqu'au début des années 70, on est dans un conflit qui est un conflit israélo-arabe. À partir de après la guerre de Kippour, eh bien, ça devient, en ce qui concerne en tout cas ce qui se passe ici en Judée-Samarie et à Gaza, bien sûr, un conflit israélo-palestinien. Maintenant, pour ça, ça a été très compliqué parce que au départ, les Palestiniens et Arafat étaient persuadés qu'ils ne pourraient pas faire pression sur Israël sans être implantés
à la frontière d'Israël pour pouvoir faire des pressions militaires. Donc ils ont d'abord essayé en Jordanie, et puis finalement le roi Hussein a fait ce qu'on appelle Septembre Noir et l'armée jordanienne a été tellement violente et cruelle avec les Palestiniens qu'on a vu des tas de Palestiniens traverser le Jourdain pour se réfugier en Israël, ce qui était quand même un petit peu paradoxal, mais en tout cas, le fait de se servir de la Jordanie comme base n'était plus possible. Il y avait un autre pays qui était possible, qui était à la frontière d'Israël et qui en plus était un pays qui était resté neutre pendant la guerre des 6 jours, c'était le Liban. Et comme le Liban est un pays qui est un pays faible à cause de son organisation compliquée entre chrétiens, sunnites, chiites, etc., eh bien, peu à peu, les Palestiniens se sont implantés et ont réussi à créer ce qu'on a appelé à l'époque un Fataland, c'est-à-dire une espèce de véritable État dans l'État au sud du Liban qui leur permettait d'attaquer Israël et de faire de très bons attentats à leurs yeux qui choquaient le monde, etc., mais qui en même temps montraient que ces pauvres Palestiniens, ils essayaient quand même de faire quelque chose pour se défendre. Et donc, ça permet peu à peu au Fatah d'exister vraiment. Sauf que ce qui s'est passé en Jordanie va se passer d'une manière différente au Liban, puisque les chrétiens, qui à l'époque forment la majeure partie de l'armée, eh bien, eux ne supportent pas les Palestiniens. En plus, il y a de temps en temps des affrontements, etc. Et donc, en 1975, il y a une guerre civile qui se déclenche, qui va durer longtemps. Et finalement, en 1982, les Israéliens vont intervenir dans la guerre civile. Ils occupaient déjà une partie du sud Liban, mais là, ils vont vraiment rentrer dans le Liban, détruire le Fataland et réussir à expulser Arafat et ses troupes fin août 1982 du Liban. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de lien direct entre Arafat et les combattants palestiniens et l'État d'Israël. On peut penser, peut-être à l'époque, qu'on est plus ou moins débarrassé des Palestiniens et que comme ça, il n'y a pas besoin finalement de s'interroger sur ce que vont devenir ces Palestiniens. En Israël, en général, on aime bien les provisoires qui durent et donc c'est ce qu'on fait un peu de manière politique. Alors, ça se passe comme ça jusqu'en 1987, décembre 87. À l'époque, le Fatah est vraiment, et les Palestiniens de l'exil sont vraiment dans une situation extrêmement difficile. Ils n'arrivent plus rien à faire ici. On les écoute plus tellement sur la scène internationale. Ils ne savent pas vraiment comment ils peuvent se relancer. Et puis, tout d'un coup, va éclater une révolte populaire à Gaza d'abord et ensuite en Judée-Samarie. Révolte populaire qui est due d'abord et avant tout à des problèmes économiques. C'est-à-dire que si l'État d'Israël en général, mais surtout les entrepreneurs israéliens, avaient traité les ouvriers palestiniens, il faut savoir qu'à l'époque, il y a 60% de la population de Gaza qui vient travailler tous les jours en Israël. S'ils les avaient traités d'une meilleure manière et qu'il y avait eu aussi plus ou moins une égalité de salaire entre ce que touchait un ouvrier palestinien et ce que touchait un ouvrier israélien, il n'est pas certain du tout que cette intifada eût éclaté en décembre 1987. Mais très rapidement, cette intifada glisse d'une révolte économique à une révolte également nationale. Et les premiers surpris de ça, c'est les Palestiniens qui sont alors installés en Tunisie. Parce que ça n'a été absolument pas prévu par eux, programmé par eux.
Et donc, leur problème va être de récupérer les choses. Finalement, ce qui va se passer, c'est que grâce à Saddam Hussein, et donc la guerre du Golfe début 1991, eh bien, il y a une grande négociation qui va avoir lieu à Madrid pour essayer de régler tous les conflits, tous les problèmes du Proche-Orient. Et de manière très intelligente, le gouvernement Shamir, Yitzhak Shamir, qui est à l'époque donc le Premier ministre, va comprendre qu'on a là une occasion en or de pouvoir traiter directement avec la population, avec les dirigeants populaires palestiniens qui sont installés à Gaza ou en Cisjordanie, et que comme ça, on va pouvoir squeezer totalement, on va pouvoir squeezer totalement les Palestiniens de l'extérieur. Finalement, eux, ils vont se débrouiller. De toute façon, ils ne peuvent plus nous faire grand-chose. Donc, il faut trouver la manière de négocier. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, il y avait une espèce de délégation jordano-palestinienne. Et puis, peu à peu, tout d'un coup, les délégués jordaniens ont disparu pour que ça reste officiellement une délégation jordano-palestinienne. Alors, il y a un délégué jordanien qui est resté là-bas et en réalité, on négociait directement avec finalement les maires, les délégués populaires, etc. C'est-à-dire les gens qui connaissaient vraiment la population sur place et il y aurait pu avoir peut-être une sorte d'amorce d'entente politique entre Israël et les Palestiniens de l'intérieur, comme on disait alors. Malheureusement, en 1992, il y a de nouvelles élections en Israël et c'est là donc Yitzhak Rabin qui va arriver au pouvoir, donc avec les partis de gauche, et qui, eux, ont une approche très différente, puisque leur approche, elle est basée sur le fait qu'ils ont eu des contacts déjà depuis des années avec un certain nombre de Palestiniens de l'organisation palestinienne extérieure. Parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur de l'OLP même, il y a eu des évolutions en réalité, qu'on ne dit pas toujours retour, mais même Arafat a déjà eu des espèces d'annonces comme ça qui montraient qu'il n'était pas opposé à des négociations parce que de toute façon, il n'y avait plus vraiment de choix. Et donc, ce que va faire le gouvernement Rabin, au départ en cachette de Rabin, et puis finalement, c'est Pérez et puis Beilin qui vont mener les négociations à Oslo, et puis finalement après, ils vont intégrer Rabin là-dedans, c'est qu'on va négocier avec les Palestiniens de l'extérieur, qui d'ailleurs, quand ils reviendront ici, vont s'empresser de liquider une bonne partie de ceux avec qui Israël avait négocié au temps du gouvernement Shamir. Et donc, il y a des négociations secrètes à Oslo, et finalement, à la fin de l'été 1993, on annonce qu'il y a un accord qui s'est fait et on est donc dans un système complètement différent de ce que le gouvernement Shamir avait essayé de mettre en place avant. L'idée, elle est qu'il faut peu à peu arriver à faire en sorte qu'on ait un vrai accord avec les Palestiniens et que finalement la quasi-totalité du territoire qui a été conquis en 67 en Cisjordanie et à Gaza soit donné ou rendu, peu importe finalement les termes, aux Palestiniens. Et donc il faut peu à peu réussir à trouver un mode de fonctionnement de relations, etc., qui permettra que l'on puisse arriver là. Alors, plusieurs points par rapport à ça. La première chose, il faut savoir que Rabin, une des choses qu'il a fait volontairement malgré Oslo, c'est de renforcer la présence juive à Jérusalem. Il y a eu une construction
absolument incroyable qui a été lancé dans tous les quartiers du nord de Jérusalem pour faire en sorte que Jérusalem ne puisse pas être mise en cause. On est prêt à négocier, à trouver un moyen que Jérusalem soit aussi un peu aux Palestiniens, mais en tout cas faire tout pour que la ville ne puisse pas être de nouveau coupée en deux. Par contre, l'idée est quoi? C'est de donner d'abord une base territoriale aux Palestiniens et à partir de cette base, donner finalement une autonomie qui sera de plus en plus grande tout en négociant en parallèle. D'accord? Et c'est ce qu'on voit sur la deuxième carte qui est là. D'accord? On a d'un côté les territoires israéliens en orange et puis vous avez donc la Judée-Samarie avec, vous voyez, des tas de petites taches comme ça. Les taches vertes, ce sont les territoires autonomes palestiniens. Le premier avait été donc Jéricho et toute la partie qui est autour. Et donc, il y a cette espèce de peau de tigre. Et en même temps, pour le moment, tant qu'on n'est pas arrivé à l'accord définitif, le reste du territoire est géré administrativement et militairement par les Israéliens. Mais le but est vraiment d'arriver là. Et donc, on va voir comment les choses vont tourner en 2000. Mais avant ça, je voudrais vous montrer un petit bout de film qui me paraît extrêmement important avec quelqu'un qui s'appelle Uri Ariel, qui sera ministre de l'Agriculture dans les gouvernements il y a la fin des années 2000, début des années 2010. Et donc, pourquoi il est important ça? C'est un extrait du film Tzahal qui a été fait par Claude Lanzmann. Et c'est tourné en 1994. Et la question est de savoir, donc on est en pleine négociation d'Oslo, application, etc. La question est de savoir, ces gens dans des territoires, donc tous ces juifs qui ont été autorisés à s'installer là-bas par le gouvernement Begin, c'est quand même le gouvernement d'Israël, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous savez qu'en Occident et dans une certaine mesure, dans une partie de la gauche israélienne, le plus grand obstacle à finalement des négociations de paix, à la réalisation de la paix, ce sont les implantations. Et donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce que dit en 1994 quelqu'un comme Uri Ariel, qui est un des grands défenseurs des implantations, lorsque Claude Lanzmann lui pose la question, ok, mais qu'est-ce qui va se passer si le gouvernement israélien demande d'évacuer? Parce qu'il y aura un accord de paix qui a été réalisé. Donc, j'ouvre. Can you see the possibility that one day you will have to fight against Jews if they want to give back this territory? No way. Under no circumstances. No civil war. This you will never do this. לעולם לא תעשו את זה. Maybe there will be people here and there who will try, but not the public, not the general public. There will be no civil war. That's forbidden. This means that if you get an order from the government to abandon a part of your settlements, you will do it? We'll oppose it, but not war, no shooting, no killing. A Jew will not kill a Jew. We'll oppose it, we'll stay in our home. We won't go out of our own free will. This is our home. But it's not our home for only 12 years. It's our home for 4,000 years. This is the land of Israel. You are not allowed to leave the land of Israel. If it's peace, real peace, then we stay here. The way Jews live in the diaspora in France or in the United States. You would agree to be an
Palestinian citizen living in what you call the land of Israel? אני רוצה להיות אזרח ישראלי. I want to be an Israeli citizen. ישראלים שחיים היום באיטליה. You have Israeli citizens today living in Italy. אם זה שלום אמת. They're still Israeli citizens. יש אזרחים ישראלים. If it's a real peace. All right, let's imagine that there is now here a Palestinian state. בואו נדמיין שיש עכשיו as the Arabs want it. And if they allow you to stay here, ואם הם יתירו לכם להישאר כאן, you would agree to stay here as an Israeli citizen but living in a foreign country. להישאר כאן כאזרחים ישראלים Like שגרים in בארץ Italy, זרה. you said. כן, אני כן, אני לא יכול להגיד, אני לא יכול להגיד בשם כולם. Okay, but it's very difficult to understand because you say two contradictory things. אתה אומר דברים סותרים. You say that this is the land of Israel and you are comparing this possibility to live here under an Arab rule, like comparing this to live, for instance, in France or in Italy. קלוד, זאת ארץ ישראל. Claude, this is the land of Israel. שהיו פה יוונים, זאת הייתה ארץ ישראל. When the Greeks were here, it was the land of Israel. שהיו פה בריטים, When the British were here in 45, it was the land of Israel. When the Turks were here, it was the land of Israel. And Jews lived here. ואנחנו נחיה פה. And we will live here, if we can. All right, this means that the question of the citizenship is not so important for you. זאת אומרת ששאלת האזרחות אינה כל כך חשובה לכם. היא חשובה. It's important. ואין סיבה שמי שגר פה, גם אם חס וחלילה תהיה מדינה. And there's no reason that whoever lives here, if God forbid there's a Palestinian לא state, יהיה אזרח ישראלי. will not be an Israeli citizen. למה אתה שואל את כל השאלות? Why do you ask all כי these אתה לא questions? מאמין, והאמריקאים לא מאמינים, סליחה. Because you don't believe and the Americans don't believe, excuse me, שאפשר להגיע that you לשלום אמת, can reach real peace, שיחיים פה genuine peace, יהודים, אזרחים ישראלים. and that Jews, Israeli אף אחד citizens will live בעולם לא here. מאמין. Nobody in the world בגלל believes. זה אתה שואל עוד פעם, ועוד פעם. Therefore you ועוד ask פעם. again and again. I ask again and again because the problem comes אני שואל שוב ושוב, back מכיוון again and again. שהבעיה עולה שוב ושוב. Because it's very difficult to understand exactly your position. ומכיוון I think שקשה that מאוד להבין את העמדה שלכם. deeply in yourself, אני חושב שבעומק לבך you have fear. יש בך פחד. אתה שאלת אם יש שלום. You asked me if there is peace. שלום זה אומר שאפשר לחיות פה כל אזרח, יכול לחיות פה Peace אזרח means every citizen can live here, אנגלי, anyone, ואזרח ערבי, Arab ואזרח ישראלי. and Israeli. אבל אתה לא מאמין But you don't believe it, שיהיה פה שלום שבאמת אפשר לחיות that ככה. there will be real peace,